Bonjour tout le monde, bonjour Johan aussi, j'ai hâte qu'on parle ensemble. Je vais vous avouer qu'on vient juste de passer une après-midi fantastique avec énormément d'informations, donc je vais mettre mon cerveau en mode discussion sur une autre conversation. Donc, comme Michel l'a très bien expliqué, pourquoi je trouve que cette conversation est pertinente et intéressante et pourquoi on pourrait, avec chacune de nos expériences, mieux savoir se situer là-dedans, qu'on soit intéressé dans le moment présent ou peut-être qu'on ait une idée dans le futur de s'investir dedans. Personnellement, ce qui est intéressant à vraiment mettre en avant, et je m'excuse d'avance si je fais du franglais, ma vie professionnelle ou en tant qu'étudiante au doctorat et éducatrice et partageante des deux langues, et particulièrement dans le contexte des NFT, il y a énormément de mots anglais. Alors, je vais les utiliser en tant que tels, sinon ce ne sera pas clair. Donc, une des choses que je voulais souligner, c'est dans la recherche que j'ai faite avec mon collaborateur, on a vraiment rapidement compris qu'il y avait une conversation sur la notion de tout simplement, qu'est-ce que la cryptographie et qu'est-ce qu'une blockchain. Ensuite, qu'est-ce que le Bitcoin par rapport à d'autres coins. Tous ces mots sont des mots techniques. On pourra les expliquer, mais je vais aller rapidement d'un point A à un point B pour amener mon point. Et donc, une fois qu'on a décidé, OK, on va acheter un petit nombre de coins, donc je ne sais pas comment le dire en français très sincèrement, de coins virtuels. Crypto-monnaie, merci Johan. Pour pouvoir se mettre sur une plateforme NFT. Donc, on a choisi la plateforme Hekenang qui utilise la crypto-monnaie Tezos. Et Tezos, pourquoi ça nous a intéressés? Bon, tout simplement, on a regardé autour de nous qui sont les amis ou les artistes qu'on suit qui sont sur cette plateforme-là. Donc là, on parle de entre fin 2020 et début 2021. Et Tezos, c'est une crypto-monnaie intéressante, et je pense que Yann, tu vas en parler peut-être un peu plus, parce qu'elle utilise le système du proof of stake et pas le proof of work. C'est encore des termes techniques, mais en gros, vraiment pour résumer, le proof of stake est quelque chose qui est apparu après le proof of work, et c'est deux façons d'utiliser le computational power, le pouvoir computationnel, je ne vais pas le dire en français. Merci, le pouvoir de calcul pour créer ces monnaies. Donc, théoriquement, enfin même pas théoriquement, le proof of stake est intéressant si on a une approche où on se questionne sur la quantité d'énergie utilisée pour faire ces crypto-monnaies. Donc voilà, je l'ai dit, la notion d'environnement et la notion de combien d'énergie on utilise. On peut déjà, en achetant certaines crypto-monnaies pour ensuite pouvoir faire des NFT et les vendre, se poser cette question-là. Et deuxièmement, au plan vraiment beaucoup plus social, culturel et ensuite de la représentation, moi, une des questions que j'ai, c'est qui sont les femmes dans ce milieu-là, d'une perspective féministe intersectionnelle, qui sont les femmes qui créent, qui sont les femmes qui sont représentées, comment les femmes sont-elles représentées dans ce monde-là, présentes et représentées, plus spécifiquement comme artiste établie à Montréal depuis quelques années avec j'ai des origines mixtes caribéennes et européennes, qui sont les artistes caribéens dans ce monde-là et qui sont les artistes femmes caribéennes. Voilà. Donc, dans tout ça, j'ai quelques liens, quelques artistes à vous présenter. Je vais peut-être potentiellement plus sincèrement les mettre dans le chat pour que vous puissiez les regarder à votre guise. Pourquoi je m'intéresse à tout ça? Pour plein de raisons, et particulièrement pour voir dans ce monde émergent qu'est-ce qu'on apprend sur comment cette nouvelle opportunité de s'exprimer, parce que les NFT, essentiellement, c'est des plateformes où beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des artistes dans le sens classique du terme artiste qui a été dans une école, qui a été formé, vont partager énormément de choses. Il y a aussi la question de créer avec des nouvelles technologies, essentiellement de faire de l'art génératif. Je pense que de nouveau, Johan, tu vas en parler plus longuement. Et troisièmement, c'est l'idée de partage. Encore une chose, je pense qu'on va discuter plus en détail après. Donc, pour moi, le troisième lien, disons, intéressant, c'est dans quel contexte social, culturel ces crypto-monnaies évoluent.
on est dans un pays où la monnaie principale, le fiat currency, est fort. Pas aussi fort qu'avant, apparemment, mais quand même fort. La fiat money, c'est l'argent, donc le dollar qu'on utilise ici. Dans d'autres contextes, dans d'autres pays, la monnaie locale n'est pas forte. Et donc, dans ce contexte-là, le fait que les crypto-monnaies existent et permettent d'autres façons de fonctionner au niveau financier sont intéressantes. Donc, voilà, un petit aperçu de mes points d'intérêt. Je vais partager, comme je l'ai mentionné, des projets qui sont pertinents pour moi en tant qu'artiste féministe intersectionnelle ou qui fait de la recherche en féminisme intersectionnel. Je vais aussi partager des liens sur des articles, donc non seulement des liens sur les sites web de ces artistes-là et des liens sur des articles qui parlent de ces artistes-là. Vous pourrez voir si ça vous intéresse. Et voilà, donc je reste là pendant la discussion. Je suis très intéressée par vos questions et vos points de vue là-dessus. Je pense que c'est la majorité des choses que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup. Et peut-être la dernière chose que je vais, pour faire le lien avec la présentation de Johan, on s'est rencontrés hier pour faire un petit point sur ce sur quoi on allait discuter. On a beaucoup évoqué la notion de confiance, d'extension des réseaux sociaux dans des nouvelles façons d'interaction et de co-création. Et on a aussi parlé de quelles sont les plateformes qui sont les plus dynamiques pour non seulement faire des NFT, se mettre dans ce monde-là, mais aussi comprendre comment ça fonctionne. Et là, je te fais un lien direct. Twitter et Discord sont vraiment des plateformes intéressantes pour les gens qui veulent s'intéresser à ça. Et je pense que Yann, tu vas très bien en parler. Donc voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup. Oui, excellent, merci. Tout d'abord, merci à vous d'être présent, d'être curieux. Je vais commencer avec un petite présentation de comment je travaille et ensuite parler des NFT, mais par l'entremise de mon expérience au cours de 2020-2021. Donc, je vais présenter essentiellement le projet et finalement, on va parler beaucoup plus des NFT, de ce milieu-là surtout, et j'ai l'impression que les informations les plus intéressantes vont ressortir sous forme de conversation là, une fois que j'aurai terminé ma petite présentation. Et merci d'être là et merci à Agence Topo de nous recevoir et d'organiser cet événement. Je commence à les collectionner, ces conférences-là, où je peux partager mon expérience, et je trouve que c'est important de partager cette expérience-là. C'est important de s'intéresser aux NFT, qu'on soit pour ou contre, pour plein de raisons. Il faut pas oublier, dans le fond, il faut observer tous les impacts que ça a là, sur le monde de l'art, mais sur notre société aussi. Je m'appelle Johan Baron-Lantaigne. Par contre, quand je signe mon travail, souvent je laisse tomber le prénom, donc juste Baron-Lantaigne. Je viens du numérique. Je m'intéresse à l'animation, aux environnements virtuels. J'ai fait de la vidéo aussi, du glitch, dans le fond, depuis quelques années, je m'intéresse à comment on consomme ce contenu numérique-là, dans le fond, c'est quoi la matérialité des écrans surtout, ou des appareils de communication qui sont nécessaires pour consommer le contenu numérique. Et dans le fond, à travers une recherche de prise de contrôle du mode de diffusion des œuvres numériques, je me suis intéressé à une pratique qui est installative et parfois même sculpturale, parce que je modifie des écrans pour les adapter à mes besoins. Je vois l'écran un peu comme un portail qui nous laisse accéder à ce contenu-là, parce que même si on pense à la réalité virtuelle, ça reste qu'on se met des écrans dans la face, donc on s'en sort jamais. Et là, moi, j'essaie pas de les cacher, ces écrans-là, je veux les accentuer même, je veux parler du contenant. Donc, c'est sûr que dans tout mon travail, le fil conducteur, c'est souvent la relation contenant-contenu. Le medium is the message, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup là, comme vision. Je présente souvent le contenant comme sujet, comme message essentiellement. Je vais vous partager mon écran pour vous parler de mon projet que j'ai entamé en 2020.
Voilà, donc vous devriez voir, c'est mon site web, en fait, une belle page blanche. Donc, je vais aller sur... OK, je commence ici. Donc, c'est un projet que j'ai entamé en 2020, en plein début de pandémie, qui s'appelle Tangible Data. J'avais envie d'un projet simple, coloré, amusant, qui allait distribuer spontanément sur les réseaux sociaux. Euh, donc vraiment, fallait que ce soit quelque chose qui se consomme bien sur les réseaux sociaux. Je suis allé par la boucle parce qu'on n'a pas besoin de tomber dès le début. Donc on peut arriver dans n'importe quelle œuvre, à n'importe quel moment. On est pris dans une espèce de labyrinthe là. Et ce que j'essaie d'explorer avec ça, c'est en fait la matérialité, comme je viens un peu d'en parler avec, dans le fond, c'est un peu le lien avec tout mon travail, la matérialité de la technologie, la malléabilité de cette technologie. J'aimerais oser repenser notre rapport à cette technologie-là, oser s'imaginer que le matériel comme notre téléphone, etc., soit plus malléable, soit moins rigide essentiellement. J'aime aussi dévoiler un peu son fonctionnement dans certaines œuvres, mais dans ce cas-ci, je me suis basé sur des simulations physiques en 3D qui servent habituellement à émuler le monde réel, mais pour un peu inverser les rôles et donner une particularité, comme par exemple, on le voit dans le disque dur ici, une particularité un peu molle ou liquide, à quelque chose qui est justement un disque dur, qui est très dur. Je vais scroller pour vous montrer d'autres boucles. Au moment où je travaillais sur cette série-là, je suis tombé, donc vraiment pensé pour les réseaux sociaux carrément. Il y avait pas d'idée d'exposition en présentiel. Vraiment, je voulais que ça soit natif du web, là, inspiré du web pour le web carrément. Donc au même moment, je suis tombé sur des plateformes NFT. Comme Super Rare, entre autres, que je connaissais déjà depuis 2019, mais à l'époque, ils supportaient pas l'animation. Ils supportaient pas les fichiers vidéo, donc moi, instantanément, ça allait pas mal à l'encontre du médium que j'utilise. Donc, ça m'a pas intéressé à l'époque, mais quand j'ai vu en début 2020 qu'ils supportaient, dans le fond, maintenant la vidéo, c'est là que ça m'a intéressé. D'ailleurs, petite note, on en reparlera plus tard, mais on voit rapidement avec les plateformes NFT que le focus principal, c'est plus la transaction, le contrat, le NFT lui-même, que le médium supporté. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'ils supportent la vidéo et qui me gagne comme j'allais dire prophète, mais c'est pas le cas du tout, là, mais bon. Donc, pour en revenir à cette série, j'ai créé... celle-là, je joue pas, je vais rafraîchir la page pour toutes les montrer quand même. Rapidement, en mintant, donc il en manque une, voilà. En mintant ces animations-là, en les présentant à un public avide de crypto-monnaies, investisseurs, collectionneurs, peu importe comment ils se voient, dans le fond, j'ai un peu, en l'essayant, découvert un peu qu'est-ce qui anime ce milieu-là. Ça m'a comme invité à infiltrer ces communautés-là sur Twitter, Discord, d'avoir un contact direct avec les autres artistes, les collectionneurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est pas nécessairement nouveau, mais particulier et peut-être la force qui a créé tout l'engouement qu'on peut observer maintenant autour des NFT, c'est vraiment les communautés. L'accès direct à un collectionneur ou quelqu'un intéressé à acheter une œuvre, il y a comme plus d'intermédiaires. On va en parler pas mal des intermédiaires en fait, mais bon, pour simplifier, il y a moins d'intermédiaires a priori, surtout en 2020. Et donc rapidement, alors que je travaillais sur ces petites animations-là, en fait, ça a pris le dessus parce que j'étais beaucoup plus inspiré par mon rapport avec les communautés, avec les collectionneurs, mon rapport avec le fait qu'une œuvre immatérielle est soudainement rendue rare d'une manière complètement artificielle. Et là, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais parler de ça, comment je pouvais présenter ça, comment je pouvais exposer
ça dans des galeries soit virtuelles ou soit matérielles. Et à travers le projet, finalement, je vais vous montrer d'autres exemples plus tard, mais j'ai réfléchi beaucoup aux formes que peut prendre l'expo virtuelle aussi. Et en fond, ce que je vous présente, mon site web, là, moi, je le vois un peu comme une galerie virtuelle en quelque sorte. C'est une page blanche avec des œuvres. Selon moi, une œuvre 2D dans une expo virtuelle, la meilleure galerie virtuelle pour servir ça serait littéralement une page blanche. Donc, c'est une version, selon moi. Je vais vous montrer d'autres versions 3D là, que j'ai essayé là, plus tard. Mais donc, la boucle que vous voyez ici, c'était à la fois un prototype et une œuvre. Donc, j'ai utilisé le Blender. J'utilise beaucoup Blender. Donc, toutes les animations que je vous montre, ça provient de Blender. Pour continuer de créer des œuvres qui s'intègrent dans la série Tangible Data. Par contre, ça c'est une sous-série que j'appelle MetaWorks et qui me servait justement, oui, d'œuvres en tant que telles, mais aussi de prototypes de sculptures, de prototypes de galeries virtuelles pour présenter mon travail. Et en plus de ça, je les ai créés avec un point de vue, comme vous voyez, très subjectif. En fait, c'est mon point de vue en réalité virtuelle. Donc, j'ai comme traqué ma tête en portant le casque, alors que j'observais, dans le fond, les offres que je recevais sur mon travail là, à l'époque, en 2020. Et je voulais montrer ça dans l'œuvre, donc faire une œuvre complètement méta, dans laquelle j'immortalise un peu le collectionneur. Je vous montre d'autres exemples. Donc à gauche ici, c'est le premier prototype d'une sculpture que j'ai fait en vrai par la suite, que j'appelle Augmented Protective Pouch, qui me servait justement à présenter un écran 16:9 conventionnel, y placer une œuvre de ma série Tangible Data et immortaliser le collectionneur à même la sculpture avec un plus petit écran là, sur la pochette. À droite, on voit une autre série dans laquelle je commençais à attribuer une particularité matérielle à des captures d'écran qui proviennent de Twitter, tout simplement. Et donc, c'est ça, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, j'étais beaucoup plus inspiré par les communautés, par les échanges, et je trouvais ça intéressant que ces collectionneurs-là, avides de crypto-monnaies, commencent à s'intéresser à l'art d'une façon complètement naïve. Ils se lançaient, ils se demandaient, bon, c'est qui Marcel Duchamp, etc. Ce qui est quand même comique, parce que nous, dans le milieu culturel, Marcel Duchamp, on pense rarement à ça, parce qu'on l'a pris pour acquis, puis on est complètement ailleurs, mais eux, ils étaient vraiment au niveau, tu sais, l'urinoir, etc. Là. Et j'ai commencé à récolter des captures d'écran. Puis là, j'aimerais vous montrer. Bon, je vais prendre un petit break de parole juste pour vous envoyer un lien. Ça, c'est la page que je viens de vous montrer, en fait, tangibledata.org. Je l'ai mis dans le chat. Et là, je vais vous envoyer un deuxième lien dans le chat qui est celui d'une petite collection de captures d'écran. Il y en a environ 80. Et là, sur cette page-là, je parle du deuxième lien là, qui est sur le site À l'Est de vos empires, qui m'ont d'ailleurs accompagné pour une fusion virtuelle du projet Tangible Data. Donc, sur cette page-là, vous pouvez fouiller un peu différentes captures d'écran qui datent majoritairement de été-automne 2020. C'est mes observations de différents collectionneurs, leurs relations avec des artistes de manière complètement publique, surtout sur Twitter. Parfois, vous allez voir des messages que j'ai pu laisser. Sinon, c'est vraiment la communauté telle qu'elle était. Et là, avec le temps, je regrette de ne pas avoir documenté un peu plus ce milieu-là, parce que ce milieu-là n'existe plus, en fait. Il s'est transformé complètement, et ce qu'on observe depuis 2021 et maintenant, c'est différent. Ouais, je m'en ai à ça, on en parlera plus tard, mais c'est complètement différent. J'aime bien celle-ci, un collectionneur qui se demande si, en fait, le fait de miser sur une œuvre serait une performance artistique. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec son approche. Je trouve que les collectionneurs qui veulent développer une démarche artistique avec leur mise, go for it, c'est excellent. Voilà, donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer une galerie 3D que j'ai fait. J'ai fait ça avec New Art City, qui est une plateforme, en fait. Je vais prendre une petite parenthèse pour vous la pitcher, parce que peut-être que ça peut vous intéresser. C'est une plateforme de création d'un environnement 3D pour faire des expos ou n'importe quoi. Mais sa force, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon en 3D pour se lancer, parce que on peut juste importer des images, les placer dans l'espace d'une façon très simple. Donc, ils ont une vocation très intéressante. Je vais vous partager le lien. Et si vous êtes curieux, newart.city, ça peut être une plateforme là, pour vous amuser. Donc, je voulais ici faire littéralement mettre mes œuvres. Et là, une des forces du virtuel, c'est qu'on peut jouer avec l'échelle. Donc, voilà, mes œuvres sont gigantesques.
C'est très amusant, mais je crois pas que ça sert nécessairement le médium. Quand on pense à un contexte de présentation d'une œuvre animée, qu'elle soit animée ou pas, en fait, d'une œuvre, un fichier vidéo ou une image fixe, je pense que je préfère tout de même la page blanche, mais je voulais quand même défricher le potentiel de ces médiums-là. Et j'en ai fait une autre version qui est 3D, qui est un peu un espace, on pourrait dire. Oui, où est-elle? Voilà. Par contre, celle-ci n'est pas interactive parce que j'aimerais ça remettre en question pourquoi que ces galeries 3D-là sont interactives. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Donc, j'ai fait une version qui est complètement statique, pré-rendue, dans lequel on voyait encore des prototypes de ma sculpture Augmented Protective Pouch. Donc, on va regarder ça, puis je vais en profiter pour vous décrire le projet Augmented Protective Pouch un peu. Donc, c'est vraiment une sculpture qui joue sur l'ambiguïté de quelle valeur on donne au NFT, en fait, parce que la sculpture comme telle est une œuvre. Par contre, elle présente une deuxième œuvre qui est dans l'enrobage, dans l'écran essentiellement. Et ce qu'on voit sur le plus petit écran dans le bas, comme je disais tout à l'heure, c'est les informations associées au NFT. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, cette œuvre-là, je peux continuer de la présenter ou même la vendre. Par contre, le NFT à l'intérieur, lui, est déjà vendu et un potentiel collectionneur de ma sculpture devrait comme accepter le fait que chez lui, il y aurait une animation qui est duquel il n'est pas propriétaire, et même le nom du collectionneur est même affiché à même l'œuvre, parce que l'œuvre documente toutes les interactions avec le NFT, donc les prix de vente, les dates, la date de création du NFT. Et bon, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai, parce que c'est pas juste de la 3D, je l'ai fait en vrai. Donc voilà le résultat. Ça, c'est tel qu'il a été présenté au Centre culturel canadien à Paris, qui est en fait une partie de l'ambassade canadienne à Paris. Et j'ai récupéré des idées que j'avais pu prototyper avec mes œuvres virtuelles, mes œuvres animées. Donc, c'est les pochettes et des captures d'écran de Twitter qui m'amusaient, que je trouvais qui étaient révélatrices là, du climat des NFT en 2020. Je pense que ça fait pas mal le tour. C'est rapide, mais ça fait le tour pour ce projet-là. Peut-être dernière petite chose, que je vais vous mettre le lien dans le chat. Grâce à l'Est de vos empires, qui est à Québec, on a fait une expo virtuelle. Donc, c'est leur vitrine virtuelle qu'ils appellent. Et là, dans le fond, sur le dernier lien que je viens de vous présenter, vous pouvez avoir accès un peu à tout ce que je viens de vous présenter, mais il y a aussi un petit graphique qui, comme on voit ici, qui explique un peu, pour moi, le processus de création et de distribution de ces œuvres-là, parce que en créant d'une manière spontanée, pour des petites œuvres simples qui vont directement sur les réseaux sociaux. Ce qui est spécial, c'est que il y a vraiment comme une boucle qui se crée parce que mes observations étaient contenues dans l'œuvre, qui étaient spontanément partagées sur les réseaux sociaux aussi. Et j'ai remarqué, en fait, il y a un paquet d'artistes numériques qui travaillent de cette manière-là, et ça me rappelle beaucoup. Je pense qu'on peut observer les mêmes phénomènes dans l'industrie de la musique, en fait. L'industrie de la musique qui a passé d'un mode de release d'album intégral qui prend des mois de travail avec un paquet de collaborateurs et qui est distribué par un gros label, à soudainement des artistes qui peuvent créer d'une manière spontanément et mettre ça en ligne et collaborer en ligne d'une manière très très spontanée. Donc ça, évidemment, c'est pas le NFT qui amène ça, là, loin de là. En fait, c'est l'internet qui amène ça, c'est les réseaux sociaux qui amènent ça. Mais au final, avec mes observations, ce que je peux en conclure, c'est que c'est clair que les NFT c'est surtout une extension des réseaux sociaux. Ils utilisent les mêmes logiques, les mêmes contraintes, même on pourrait dire. Donc, il y a vraiment des médiums qui sont clairement avantagés. Si on fait de la performance, on fait de la danse, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va partager une documentation. C'est pas nécessairement clair ce qu'on partage. Tandis que si on fait des belles petites animations roses, comme j'ai fait, ben là, ça va beaucoup mieux. Donc, c'était une considération pour moi avec le projet d'aller chercher les forces du médium. Donc, dans le fond, j'ai été assez chanceux de tomber sur les NFT au même moment, là. Mais dans le fond, ce que je constate, c'est que
quand le NFT nous propose une certaine révolution avec maintenant l'art numérique est rare et tout, tout ça est pas, à mon avis, si révolutionnaire que ça parce que on se base toujours sur des trucs qui étaient déjà existants, soit l'honneur de l'artiste, l'intégrité de l'artiste, parce que moi, techniquement, il y a rien qui m'empêche de mettre une œuvre sur une plateforme, de la vendre, puis d'avoir dit ah ben c'était une seule version, puis le lendemain en faire un autre puis la revendre. Donc tout revient exactement comme un print ou une édition limitée d'une vidéo vendue en galerie. Tout revient à l'intégrité de l'artiste. Donc finalement, est-ce que la technologie sert à quelque chose à ce moment-là? Pas particulièrement. Par contre, elle crée un marché un peu comme un eBay, on pourrait dire, qui facilite les rencontres, qui facilite les transactions. Et même on peut observer que ces plateformes-là, comme Foundation ou SuperRare, par exemple, essaient de se transformer un peu en réseaux sociaux parce que qui peut avoir un compte sur ces plateformes-là? Par exemple, sur Foundation, les collectionneurs ont leur propre compte. Ils peuvent faire une galerie un peu comme ils le feraient sur Instagram avec leur collection. Les personnes ont des comptes, ont des followers, on peut liker les œuvres. Donc, ces plateformes-là, à défaut d'avoir une meilleure solution, récupèrent les mêmes mécaniques des réseaux sociaux, mais augmentent un peu ça avec le Web3 qui permet facilement de se connecter à gauche à droite, d'avoir la traçabilité, là. Donc, ben, ça fait pas mal le tour pour ma petite présentation du projet. J'aimerais qu'on ouvre un peu ça puis que j'arrête de faire le monologue et qu'on puisse parler davantage des forces et des faiblesses du NFT. Donc, si vous avez des questions, on pourrait. Donc, je dis pas ça comme si on ouvre la période de questions, puis ça finit dans 15 minutes, là, loin de là. Mais disons que je trouverais ça plus confortable si on y allait avec en mode collaboration, en mode de discussion. Oui, oui, ben, merci de m'aiguiller parce que non, en fait, j'ai beaucoup à partager à ce niveau-là. Donc, quand je disais que le milieu a changé entre 2020 et maintenant, en 2020, il y avait des gens qui osaient clamer la mort des galeries ou la mort du commissariat. Quand je dis des gens, je parle des acteurs sur Twitter qui étaient investis dans le milieu du crypto art, qu'on pourrait dire, ou du art NFT, ou crypto Twitter même. Donc, ces communautés-là aimaient beaucoup, étant donné que c'est vraiment un petit groupe très vocal, en fait, il y avait pas encore de majorité silencieuse parce que c'était encore niché. Et donc, ce groupe-là se considérait un peu comme autosuffisant. Et là, pouvait ne pas dépendre de commissariat parce qu'il y a tellement peu de créateurs et de collectionneurs que c'était juste une petite communauté. Mais en fait, maintenant, si on regarde ça sur Twitter, mais ça a explosé. Il y a du spam partout. Il y a tellement de projets que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, au final, oui, on dépend énormément du commissariat et les galeries. Donc, je parlais des plateformes comme SuperRare ou Foundation. On pourrait les percevoir comme des galeries. Cependant, ils représentent des milliers d'artistes, donc c'est pas à la même échelle. Donc, on aurait besoin de faire des sous-groupes, de classer ça par genre, par intérêt, par passion, peu importe le mot qu'on utilise. Donc, d'où l'importance peut-être des commissaires et des galeries et de considérer des plateformes comme SuperRare et Foundation et les autres comme étant des eBay ou des Amazon de l'art au final. J'enchaînerai en fait. Une grande question, c'est est-ce que tu en as vendu? Oui, j'en ai vendu pas mal. La série Tangible Data est tout vendue. Pour le moment, je me suis comme désintéressé en 2021 à cause du spam peut-être. Donc j'ai été désintéressé d'observer le milieu. Et j'ai eu d'autres projets, en fait, comme quand je vous présentais la sculpture, à ce moment-là, au moment de créer cette sculpture-là, je me posais vraiment la question entre juste produire des animations sans arrêt et les vendre, et ce qui aurait sans doute marché, ou essayer d'amener ça ailleurs et de proposer quelque chose d'un petit peu plus qui me satisfait au final. Et à l'époque, je me souviens que j'avais
Je croyais que cette sculpture-là pourrait plaire à ce public-là de consommateurs d'NFT, de collectionneurs, parce que ça se démarque, parce que ça remet en question un peu tout ça. Et ça n'a pas eu la portée que je croyais, en fait, parce que finalement, il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent peut-être la spéculation. D'ailleurs, ça, on le reconnaît quand on observe qu'ils il accorde davantage d'attention à la possession du NFT et au potentiel de revente du NFT plutôt que la possession de l'œuvre qui est rattachée. On voit peut-être on peut pas déduire leur intention de ça. Par contre, on peut observer qu'ils sont très confortables avec la notion que l'œuvre elle-même est distribuée publiquement sur Internet. Et dans le fond, si tout le monde la voit, si c'est viral, si tout le monde la right-click save as, tant mieux. En fait, eux, les collectionneurs, le voient même pas comme une attaque. Ils le voient comme le fait étant donné qu'il y a de l'engouement autour de cet artiste-là, ils ont fait le bon choix. Donc, au final, les artistes se retrouvent à être un peu inscrits à la bourse de cette manière-là, et les collectionneurs investissent dans la carrière de l'artiste, et le NFT devient une part de la performance de l'artiste, essentiellement. Donc oui, j'en ai vendu, et c'est ça que je documentais avec ma série MetaWorks, un peu ces transactions-là, ces offres-là que j'ai reçues. Je suis arrivé au moment où justement il y avait très peu de créateurs et tout se vendait. Et ce phénomène-là était intéressant à regarder parce que au moment où les artistes commencent à faire des ventes, ça donne des armes à ces plateformes-là d'aller investir, je veux dire, d'aller approcher d'autres artistes pour les inviter à eux aussi vendre des œuvres. Donc fin 2020, début 2021, ça a un peu explosé. Il y avait des artistes avec énormément de reach sur les réseaux sociaux, qui étaient en fait leur propre branding, ont été utilisés. C'est pas le bon mot utilisé, là, mais bon, je vais le garder pour le moment. On servait à populariser le mouvement pour qu'on se rende jusqu'à Beeple qui a vendu l'œuvre à 69 millions, là, finalement. Je trouve que les NFT, c'est parfait en fait pour ces artistes-là comme Beeple et autres qui sont déjà des brands en fait, parce que il y avait un succès phénoménal sur les réseaux sociaux, un public de personnes qui consomment leur création, et il n'y avait pas vraiment moyen de monétiser ça à part par des collaborations avec des grandes marques, donc disons Adidas qui les contacte pour faire une publicité, et bon, je pense qu'ils gagnaient très bien leur vie avec ça. Par contre, c'était dépendant des marques et d'utiliser leur art pour ce commerce-là. L'arrivée du NFT leur permet justement de s'inscrire à la bourse. Parce que eux, à ce niveau-là, c'est littéralement ça, parce que c'est souvent des artistes qui ont des assistants dans leur production, qui ont une production un peu plus mécanique, un peu plus commerciale, donc sont littéralement inscrits à la bourse, et ils peuvent, avec cette nouvelle autonomie-là, se lancer dans des projets plus ambitieux aussi, là. Donc ça les a grandement aidés, et c'est quand même intéressant d'avoir une débouchée donc quand on provient des réseaux sociaux, parce que tous les artistes auxquels je fais référence présentement, ils sont aucunement dans le monde de l'art conventionnel, sont exclusivement dans les réseaux sociaux, donc c'est bien pour eux d'avoir une débouchée vers un nouveau marché de l'art, ou une débouchée pour vivre mieux vivre de leur création, parce qu'on voit par exemple les gens sur YouTube ont beaucoup de difficultés parfois à soutenir avec la monétisation YouTube, à soutenir leur production, et il y a comme un déséquilibre entre le reach qu'ils ont sur les réseaux et l'argent qu'ils peuvent en faire. Donc je crois que le NFT peut être une méthode pour venir équilibrer ça, un peu de la même manière que Patreon le fait en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le voir comme être un patron, là. Du mécénat. Moi, j'aurais une question pour Olivia, parce que bon, vous avez traversé la méthode pour créer des NFT. Qu'est-ce qui vous a arrêté quelque part? Merci Michel. Mais je vois qu'il y a aussi une question de Philippe Gagnon, donc une fois que j'aurai fini, je te passe la parole, Philippe. Il n'y a pas vraiment de raison spécifique. Comme Johan, tu l'as mentionné, tu as eu un moment fort. Bon, là, peut-être tu repenses
comment t'impliquer. On en a discuté justement entre nous hier. Ça prend pas mal de temps et d'énergie pour être actif. Si ça devient quelque chose, enfin, si ça vous intéresse, le public présent ici et le reste des artistes qui s'intéressent à ça, ça peut prendre ou ça peut devenir une activité à temps plein et même plus qu'à temps plein. Donc, comme tu l'as mentionné, Johan, les artistes qui font beaucoup de ventes et sont énormément, enfin, qui sont très actifs, on peut passer des journées quasiment entières sur, enfin, je vais amener un autre point. J'ai réalisé qu'il faudrait que, de notre côté, Tom Watson, donc l'artiste comme Analytic et moi-même, on soit déjà mieux connectés sur certaines plateformes sur lesquelles on était déjà un peu connectés, mais pas autant qu'on pourrait l'être, notamment Twitter et Discord. Et deuxièmement, de vraiment faire un plan, disons, créer des œuvres de façon quand même flexible et plus ou moins rapide pour qu'on puisse continuer à publier des nouvelles œuvres, c'est-à-dire rester actif de façon continue, pas faire quelques œuvres, les mettre en ligne et ensuite s'arrêter, parce que j'ai l'impression, peut-être Johan, tu as plus d'expérience avec ça, c'est moins intéressant de travailler de façon sporadique et par à coup que d'être essentiellement d'avoir une veille, non seulement en tant que personne qui s'intéresse à ça, mais vraiment de création et de vente, et ensuite de collectionner. Donc, pour ouvrir un autre lien, ce qui est fascinant et vraiment très intéressant pour moi, dans le contexte spécifique des artistes que je suis, essentiellement dans la région caribéenne, les artistes qui ont commencé, disons, avant les autres, font un très beau travail d'expliquer et de partager les informations pour que d'autres puissent rentrer dans ce monde-là. Donc, il y a vraiment une communauté, et ça, je pense que c'est dans pas mal de cercles NFT. J'imagine que c'est assez similaire. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine. Les artistes qui créent et qui vendent bien vont collectionner d'autres artistes. Donc, par exemple, une artiste d'origine du Panama, son nom, c'est Itzel Yard. J'ai mis un des liens sur son travail. C'est IX Shells, peut-être que je ne le dis pas correctement, qui est une des artistes qui vend le mieux, je pense encore. Elle, sur sa page Foundation, donc pour clarifier, Foundation, c'est une des plateformes sur laquelle tu es, Johan, donc sur sa page Foundation, elle a 33 œuvres à elle, qu'elle a mis en vente, qu'elle a vendues essentiellement, je pense, quasiment à chaque fois. Et elle a 30 œuvres qu'elle collectionne. Donc, c'est intéressant aussi de voir que beaucoup d'artistes qui fonctionnent bien sur cette plateforme-là sont autant des artistes et des collectionneurs. Et donc, c'est vraiment une autre façon de fonctionner que dans le... peut-être qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant contemporains qui collectionnent aussi, mais peut-être pas au même niveau qu'avec les NFT. Ça, c'est une proposition. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas fait la recherche, mais voilà. Et pour finir, ça prend pas mal de temps pour comprendre, dépendamment des plateformes que vous voulez utiliser, le processus de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelle monnaie, dans lequel écosystème de crypto-monnaie on veut s'investir, comprendre comment acheter cette monnaie-là et la garder sur un wallet avec différentes techniques. Et ensuite, avec ce wallet, qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre ses œuvres en vente? Donc, à chaque fois, en fait, des coûts à tous les niveaux pour toutes les transactions. Donc, ce n'est pas un processus de 5 minutes gratuit. Non, ça prend du temps, de l'énergie, littéralement de l'énergie et un peu d'argent au début pour se lancer. Donc, voilà. Oui, oui, c'est intéressant. Je suis vraiment d'accord avec. En fait, d'accord. Je partage tes observations, Olivia. J'ai observé vraiment la même chose. Donc, la majorité des artistes qui connaissent un grand succès finissent par y prendre goût et collectionnent eux-mêmes. C'est un milieu qui est vraiment alimenté par ces communautés-là. C'est très difficile d'essayer d'entrer là-dedans sans déjà être actif sur les réseaux, sans déjà connaître les tendances. D'un côté, c'est très hermétique, mais d'un autre côté, c'est tout de même une communauté accueillante si on s'y intéresse vraiment, parce qu'ils ont un peu
ils ont besoin que ça grandisse. Donc, collectivement, il y a comme un intérêt à ce que ça grandisse, ces collectivités-là, ces communautés-là. Et ça me fait penser beaucoup. Il y a une critique qui revient souvent des NFT. C'est le fait que ce soit un peu un scam pyramidal. Et on observe beaucoup de projets NFT qui fonctionnent de cette manière-là aussi. Et quand des projets ont aucune sensibilité artistique, ben je comprends le reproche. Et là, en plus de ça, on observe justement des communautés presque sectaires dans certains cas qui encouragent, qui veulent recruter, on pourrait dire, d'autres participants, parfois peut-être pour les faire utiliser de la crypto-monnaie. Donc, je pense que ces mécanismes-là sont à l'œuvre, mais il y a plus que ça. Sauf qu'en arrivant, quand on commence à s'y intéresser, c'est peut-être difficile de faire le ménage là-dedans, parce que il y a énormément de spam, là. Donc Michel, tu demandes ça coûte combien pour minter. Minter, ça veut dire monnayer. C'est un terme qui est souvent utilisé en fait parce que quand on attache l'œuvre à un NFT, on appelle ça tokeniser ou minter. Ça coûte pas très cher en fait, mais là, en fait ça dépend où on regarde. Parce que si on regarde le blockchain d'Ethereum, il y a des frais de transaction. Mais dans le fond, pour minter, il faut interagir avec le blockchain. Pour interagir avec le blockchain, il faut que la transaction qu'on lance soit, elle, approuvée par ce blockchain-là. Et il y a toujours des frais de transaction. En fait, c'est ces frais-là qui assurent que le blockchain soit sécuritaire. Donc, on s'en sortira pas. Et dans le fond, on y pense pas beaucoup, mais envoyer un courriel, ça consomme de l'énergie. Il y a des frais associés à ça aussi. C'est juste que ces frais-là sont extrêmement raisonnables dans le cas d'un courriel. En fait, je crois que le courriel consomme plus qu'on le pense, là, mais donc là, ce qui arrive avec pour flirter avec l'enjeu environnemental, je suis vraiment pas expert avec tout ce qui est problème environnemental. Mais donc, est-ce que la consommation du fait de minter un NFT est raisonnable? Donc, dans le cas d'Ethereum présentement, ben c'est certain que non, c'est beaucoup trop. Par contre, je défendrais, disons, pour faire l'avocat du diable, oui, la pratique artistique qu'on finit par consommer de l'électricité quelque part, là, puis on peut pas se priver pour autant, tant que ce soit raisonnable. Tout ça pour revenir aux frais de monétisation. Quand le blockchain est en demande, ces frais-là augmentent. Donc, si le blockchain Ethereum est en grande demande à un moment où on arrive pour minter, et au même moment, je pense à, disons, été, automne 2021, l'Ethereum était très, très haut et la demande était très, très haute. Donc, pour minter une œuvre, finalement, pour répondre à ta question, ça pouvait coûter environ $200. Donc, c'est ridicule, c'est énorme. Et là, j'ai vu passer des gens qui croyaient que, par exemple, Foundation était une arnaque parce que Foundation allait faire $200 quand on mintait une œuvre. C'est pas Foundation qui reçoit les frais de transaction, c'est les mineurs en fait. Donc c'est pas un complot pour aller voler les artistes, loin de là. C'est juste que oui, $200 pour minter une œuvre, ça n'a aucune raison d'être. Mais si on compare avec Tezos, les frais de mint sur Tezos, en fait, j'ai aucune idée c'est quoi, ça doit être un demi-cent, je sais pas, dans ces eaux-là. Donc, vraiment, c'est négligeable. On pourrait faire et c'est là que c'est intéressant pour les artistes, parce qu'un artiste qui veut se lancer dans un projet conceptuel, qui nécessiterait des milliers d'NFT qui sont envoyés à des milliers de personnes, ben, c'est ridicule de payer $200 à chaque fois. Ça vient attaquer l'efficacité du médium, en fait, la fonctionnalité même. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes avec des projets conceptuels qui se tournent vers Tezos par sa simplicité, en fait. Donc, on pourra en reparler un peu plus. Je vais prendre la question de Philippe qui a sa main levée depuis à peu près 10 minutes, là, désolé. Ah non, c'est cool, merci. Moi, j'ai comme 3 petites questions, en fait. La première, c'est que tu as nommé dans l'idée que les plateformes comme SuperRare, Foundation, laissent de plus en plus se transformer en réseaux sociaux. Tu as nommé le Web3. Ça consiste en quoi, ça? Oui, Web3, en fait, c'est l'idée que avec ton portefeuille de crypto-monnaie, tu peux accéder à plusieurs sites
Et là, dans le fond, tu synchronises, tu signes le fait que c'est bien toi le détenteur de ce portefeuille-là, et ça te permet de garder ton même profil sur un paquet de sites. Ça ressemble beaucoup, en fait, à l'idée de se connecter avec Facebook quand on arrive sur une page, mais on n'a pas envie de se créer un compte. La grande différence, c'est que quand on se connecte avec Facebook, on est en train de donner toutes les données que Facebook a sur nous à l'autre site et vice-versa. L'autre site recueille des données, il va les donner à Facebook et finalement, on perd complètement le contrôle sur qui fait quoi avec ces données-là. On a de la difficulté à imaginer à quel point c'est étendu, toutes ces données-là. Avec le Web3, ben, c'est le même principe, mais c'est rattaché à un portefeuille de crypto-monnaies qui, lui, recueille pas nécessairement, j'aurais pas dit nécessairement, ne recueille pas des données sur notre profil. Donc, ça permet un certain anonymat parce qu'on peut créer un profil sans courriel, je veux dire un portefeuille sans courriel ni rien. On peut bénéficier d'un anonymat sur Internet et tout de même se connecter sur un paquet de plateformes. L'avantage principal dans le cas des plateformes NFT, c'est que le même portefeuille est compatible avec toutes les plateformes pour acheter des œuvres ou vendre des œuvres. C'est beaucoup plus élégant que de se créer un compte et d'oublier des mots de passe à gauche, à droite, là. Donc, c'est vraiment un bel avantage. Merci. Puis, deuxième question, en fond, peut-être dans l'idée que ces plateformes-là agissent un peu comme des méga galeries là, qui représentent comme des milliers d'artistes, je me demandais, est-ce que les règles du marché de l'art actuel s'appliquent aussi, tu sais, dans l'idée, est-ce que ça se fait baisser des prix, tu sais, revendre une œuvre à un prix plus bas ou de jouer avec ces affaires-là, ou c'est les règles s'appliquent? Est-ce qu'il y a comme un honneur finalement de la personne qui collectionne ou qui vend l'artiste? C'est vraiment le chaos, en fait. Il y a beaucoup d'expérimentation parce que c'est très jeune, c'est très chaotique. Et oui, c'est possible, sauf que l'artiste qui, dans le fond, on pourrait dire, fait attention à son apparence et tout, aurait avantage à pas faire certaines actions, là. Mais donc oui, les mêmes mécanismes s'appliquent. Par contre, étant donné que les artistes sont en contact direct avec la communauté et les collectionneurs, il y a moins d'intermédiaires. C'est sûr que les plateformes essaient de représenter leurs artistes, mais c'est impossible. Donc ça ressemble beaucoup plus aux dynamiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Versus le marché de l'art conventionnel, là. Donc, sur les réseaux sociaux, je pense que tous les artistes en art numérique dépendent un peu des réseaux sociaux pour se faire découvrir parce que c'est comme leur médium. Donc, on est notre propre brand, notre propre agent essentiellement. On fait nos propres communications. C'est beaucoup de pression, mais c'est beaucoup de liberté. Donc, c'est juste une nouvelle réalité en fait. Et là, ben, c'est sûr que les NFT se sont pas cassés la tête. Ça nécessite, ça utilise les mêmes forces et faiblesses essentiellement là. Cool. Puis, dernière mini-question, dans le fond, dans cette idée-là, est-ce que c'est juste comme un flux continu ou il y a des événements, tu sais, j'imagine que tu parles de faire nos propres communications, dire comme cette journée-là, je vends ça, tu sais, manifestez-vous. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, ouais? Oui, clairement, puis ça prend plein de formes, là. Moi, j'ai vu beaucoup des artistes qui faisaient leur petit montage Photoshop avec leur œuvre, mais ils rajoutaient le logo de la plateforme, Super Rare, telle date, je fais un drop, puis là, ils se font une pub essentiellement, là. Et là, évidemment, la plateforme Super Rare va partager ça parce qu'ils bénéficient de la vente, etc. Il y a beaucoup de Spaces. Spaces, c'est dans le fond des espèces de room de discussion dans lequel n'importe qui peut joindre et écouter, un peu comme on fait présentement, mais il n'y a pas de webcam et c'est comme beaucoup moins personnel, beaucoup plus spontané aussi. Ça, c'est un moyen de promotion là, que les artistes utilisent beaucoup. Ou encore, ils se font des espèces de galeries virtuelles là, comme je vous ai montré un peu là. Iris Godbout. Excuse-moi d'avoir massacré ton nom. T'avais une question, t'as la main levée? Ou sinon, ben, Alexandre Parizeau? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ben, excusez-moi, j'ai pas ma caméra, là, mais bon, ça marche pas. En tout cas, dans le fond, je suis pas, tu sais, moi-même, j'ai jamais fait de NFT. Évidemment, on en entend parler régulièrement. Je suis dans la crypto-monnaie, donc je suis semi-familier avec le concept. D'un côté, j'ai comme des doutes par rapport à
comment je pourrais dire, les raisons qui pourraient motiver quelqu'un à acheter ou à spéculer avec des NFT. Mais ma question, c'est plus, est-ce que ce serait une voie viable d'utiliser les NFT pour la possession, pour l'achat, la propriété d'œuvres physiques, comme des sculptures, comme des peintures, des choses comme ça qui peuvent, comment je pourrais dire, qui peuvent pas être, on peut pas faire un save, un right-click save sur ton ordinateur d'une sculpture, dans ce sens-là. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur? Ben, justement, si l'œuvre peut pas être immatérielle, en fait, comme je disais, le right-click save, je crois que ça n'a pas vraiment d'impact, là, mais les collectionneurs sont confortables avec le titre d'être propriétaire d'une œuvre, même s'ils sont pas en position de l'œuvre qui revole partout sur les médias sociaux. Et je pense que un paquet de collectionneurs d'objets réels serait satisfait avec l'idée de posséder une œuvre. Mais que l'œuvre est dans un musée ou l'œuvre est même dans un entrepôt. Là. Et là, ça pourrait être très pratique, par exemple. Si l'œuvre est dans l'entrepôt, tu la revends, elle n'a même pas besoin de bouger, tu fais juste changer le titre. Donc oui, les NFT seraient une plateforme parfaite pour ça. Est-ce que c'est essentiel? Je crois pas. L'avantage du NFT, ce serait de rejoindre un nouveau public qui est déjà investi dans ces crypto-monnaies-là et qui est déjà qui accorde déjà plus de valeur au fait que le certificat soit sous forme d'NFT. Mais c'est pas parce que le NFT existe que le certificat conventionnel a aucune valeur. Je pense que le certificat conventionnel peut être utilisable encore, mais peut-être qu'on a besoin d'avoir plus confiance en différents acteurs là, pour honorer ces certificats-là, tandis que le NFT se base sur la confiance en le blockchain et l'honneur de l'artiste. Là. Mais sinon, a priori, une œuvre matérielle est son propre certificat d'authenticité, donc c'est pas nécessaire. Ça peut être un outil, je pense. Merci. Sophie? Oui, merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, j'avais une question par rapport aux NFT, aux galeries virtuelles, aux musées virtuels, donc vraiment dans cette sorte de métaverse. Je voulais en fait savoir si les œuvres qui étaient présentées dans ces milieux-là 3D étaient toujours rattachées à des NFT, donc toujours potentiellement à vendre. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment voyez-vous ce type de galerie virtuelle ou ce type de musée virtuel par rapport finalement au musée traditionnel? Quel type de personnes on peut croiser, avec lesquelles on peut échanger sur ces plateformes qui est finalement au-delà de la plateforme simple où on peut échanger comme SuperRare, OpenSea, etc. Et voilà, la question s'adresse à la fois à Johan et à Olivia. Voilà. Merci beaucoup. Je peux peut-être commencer. Merci Sophie. J'ai l'impression que c'est une large question, dans le sens que si tu veux préciser encore, tu peux le faire peut-être par écrit. Je pense que depuis assez longtemps, beaucoup d'artistes qui travaillent avec des formes numériques créent des galeries virtuelles, bien avant ce qu'on appelle le métavers, essentiellement depuis que Mark Zuckerberg l'a appelé de même il y a quelques mois. Le métavers, personnellement, c'est un concept quand même vraiment flou et à définir, mais bon, on va dire que depuis qu'on est beaucoup plus en ligne et connecté et qu'on a des interactions sociales, beaucoup plus de choses se font en direct. C'est-à-dire qu'on va être plusieurs personnes en direct dans un espace virtuel à potentiellement échanger en direct. Je pense que là, le fait d'avoir des galeries virtuelles qui sont faites, comme tu l'as montré, Yoann, avec des plateformes comme New Art City, est super intéressant parce que ça ouvre à beaucoup plus de personnes qui veulent montrer des œuvres, que ce soit des artistes, des commissaires, toutes sortes d'autres personnes, et avoir un public potentiellement qui va venir, que ce soit sur un chat room ou littéralement avec des avatars en 3D. Enfin bref, tout est possible. Mais le fait que, ta question c'est est-ce que toutes ces œuvres-là qui sont en ligne dans des galeries virtuelles sont des NFT? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'on est très loin de ça. Peut-être que j'ai tort, mais par contre, beaucoup de personnes qui font ou qui mettent en avant des NFT vont eux-mêmes, comme tu l'as dit, Johan, créer des galeries. J'en ai vu pas mal en utilisant des plateformes gratuites et open source comme Mozilla Hubs,
du coup, c'est assez intéressant parce que pour faire cette plateforme-là, c'est dans un contexte quand même assez différent. Mais bref, il y a plein de façons d'explorer cette question. Je ne vais pas y répondre directement parce qu'il y a plein d'autres réponses. Johan, tu pourras répondre autrement. Et pour ta deuxième question, corrige-moi si je ne me suis pas rappelé de tout. Tu te demandes comment ces plateformes-là, donc de galeries virtuelles potentiellement avec des œuvres à vendre via le format NFT, est intéressant pour les musées ou pour les galeries physiques, ou comment les deux se parlent en même temps. Est-ce que c'est plus ou moins ça ta question, Sophie? Oui, c'est ça. C'est la question effectivement assez large du musée traditionnel et de ce type de galerie-là auquel je m'intéresse puisque je suis ancienne étudiante en histoire de l'art et en muséologie. Voilà. C'est une bonne question. Je vais peut-être laisser Johan y répondre, mais personnellement, je pense que tout existe en parallèle et au même moment. C'est-à-dire, comme Johan l'a dit, on pourrait avoir une œuvre physique qui va être vendue en format NFT et l'œuvre physique reste quand même une œuvre physique qui pourrait être aussi à vendre de façon physique. Ou un autre exemple, ce serait de proposer par exemple une œuvre à vendre en format NFT, mais que l'artiste dise « Ok, je vous ai vendu ce NFT à son collectionneur ou à sa collectionneuse, je veux que vous envoyiez une impression je sais pas, unique ou à 10 000 exemplaires par la poste aussi. En fait, tout est possible. On peut chacune faire nos propres contrats. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres façons de fonctionner en tant qu'artiste, en tant que collectionneuse, collectionneur, etc. Donc voilà, Johan, je te passe la parole. Oui, exactement. Donc, vraiment, tout est possible parce qu'au final, en fait, le NFT, je le vois beaucoup comme un certificat ou un contrat, mais c'est même plus abstrait que ça parce que le NFT, c'est uniquement une valeur qui est unique et qui est storée sur le blockchain. Et si on a confiance au blockchain, on a confiance que cette valeur-là demeure immuable ou est seulement altérable en interagissant avec le contrat. Donc, à ce moment-là, dans le fond, au quotidien, à quoi ça sert? Moi, depuis quelques années, la majorité des ententes que je signe se passent par courriel. Et là, on m'envoie un petit PDF, je clique dessus. Oui, ça fait le travail. J'ai l'impression que le système arrive à rouler avec ces contraintes-là, mais il me semble que c'est pas à hauteur du potentiel technologique qu'on a maintenant. Donc, le NFT, pour moi, représente un peu ça. C'est une façon beaucoup plus élégante d'avoir confiance et de signer des documents légaux. C'est juste que, bon, c'est nouveau, c'est pas intégré, mais selon moi, c'est ça son réel potentiel. Donc, présentement, évidemment, on l'associe beaucoup aux arts, mais ça n'a rien à voir avec l'art au final. C'est juste que de ce potentiel là est ressorti un marché commercial de mise en vente d'art. Et là, Sophie, tu avais commencé ta question en mentionnant est-ce que c'est possible de créer comme de l'art numérique sans faire de NFT? Bien, certainement. Et c'est même aussi possible de créer un NFT sans nécessairement vendre l'œuvre. Donc, oui, c'est un médium qui sert surtout à faciliter une transaction, mais c'est même pas nécessaire. Et là, ben, c'est à nous, les artistes, de s'amuser avec ça. Là. Moi, j'y vois là-dedans, à travers le médium très technique là, du blockchain et tout, j'y vois un médium de confiance, un médium de collaboration, d'échange entre des participants pour peut-être de l'art interactif, de l'art génératif qui vient après ça lire ces données-là sur le blockchain. Donc, je pense que le NFT en tant que médium, c'est un filon sous-exploité, sous-exploré qui mérite vraiment d'être défriché, là. Et ben, justement, étant donné que c'est extrêmement près de la question de Michel dans le chat, là, si je possède une œuvre NFT, quelles sont les limites de sa diffusion et rediffusion? C'est en fait quelque chose qui doit être spécifié dans le contrat. Donc, ça serait possible pour moi de faire un NFT que quand je le vends, la personne qui la possède tous les droits sur l'œuvre, donc pas uniquement le droit de revendre le titre de propriété, mais le droit de transformer l'œuvre, de faire des dérivés et de mettre ça sur un produit comme sur un t-shirt, et j'aurais cédé 100% des droits. C'est un extrême, mais présentement sur les marchés NFT, avec les arts qui se vendent avec les plateformes NFT, il n'y a aucun droit d'auteur là, qui est cédé, donc c'est vraiment le droit de posséder et revendre le NFT, donc de faire de la spéculation là, sur le NFT. On pourrait enchaîner. Je ne sais pas qui avait levé sa main en premier. Sylvain, je crois. Ouais, je vais y aller, merci Johan. J'étais curieux sur le concept de scène locale. Donc, est-ce qu'on retrouve comme le même réseau d'artistes numériques qu'on voyait auparavant ou est-ce que c'est complètement anonymisé puis est-ce que c'est complètement une autre scène? Est-ce que ça fait même du sens d'avoir une scène locale en
guillemets, d'artistes numériques. J'aimerais que... Oui, je pense que ça fait du sens. Mais tu m'amènes sur un point que je trouve vraiment particulier. Les collectionneurs issus des crypto-monnaies viennent vraiment du monde de l'anonymat. Donc, ils font des investissements fous, ils sont devenus très, très riches avec des investissements extrêmement risqués, ils sont avides de ce genre de trucs-là et se cachent derrière des pseudonymes et sont complètement anonymes, ils peuvent gérer plusieurs portefeuilles et tout. Les artistes, par contre, s'ils veulent prouver que c'est vraiment eux, doivent se associer leur portefeuille et leur identité. Donc, c'est l'opposé. C'est un peu un point faible, je crois, parce que ces artistes-là peuvent pas nécessairement bénéficier de toute la flexibilité que le Web3 et que cet anonymat-là procure. Par contre, ils peuvent se créer une autre identité sans problème. Mais oui, donc, est-ce qu'on a besoin de ça pour développer quelque chose de local? C'est ça, c'est sûr que l'avantage de ces cultures-là, c'est qu'ils n'ont aucune provenance géographique. Ils peuvent ramener des gens, les réunir pour des intérêts très nichés, sans qu'ils soient rattachés par une origine géographique ou culturelle. C'est un peu la force, selon moi, des communautés Internet. Par contre, je pense que ça pourrait y injecter une certaine richesse là, d'avoir des plus petits mouvements basés sur des points culturels ou géographiques là, communs. Là. Ça pourrait être très intéressant, mais c'est pas ce qu'on observe majoritairement. Merci. Il y a une question sur les pourcentages. En fait, là, ça m'aiderait si quelqu'un pouvait s'occuper des questions dans le chat et tout, puis me les lancer, parce que sinon, moi, je me sens un petit peu all over the place. Là. Donc, pourcentage acceptable si l'on vend des œuvres à un commissaire de NFT. C'est essentiellement la même chose que dans le marché de l'art normal. Là. Ça va être du cas par cas. Ce que je pourrais dire, c'est une constante en fait qu'on retrouve, c'est que les plateformes comme Super Rare, disons, qui pouvaient se présenter comme galerie avant, demandent pas, on est loin du 50-50 habituel. Eux, ils chargent 15%, Foundation aussi, ça m'amène sur un autre point intéressant aussi, c'est les droits de suite, en fait. Il y a un standard pour les droits de suite. Encore là, c'est ça, chaque contrat, je pourrais faire un NFT que j'ai 100% des droits de suite. Si je le vends et il se fait revendre, 100% de la vente me reviendrait automatiquement et ça serait à même le contrat. Donc là, il n'y aurait aucun incitatif à le vendre, par exemple. Cependant, le chiffre standard là, qui revient souvent, c'est 10% généralement de droits de suite pour la vente secondaire. Je vais ajouter un point. Je pense que c'est une très bonne question, Iris, et tu as super bien déjà répondu. Moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui. Mais il me semble, peut-être que ça a changé, mais quand j'avais fait ma recherche 2021, il y a aussi plein de choses. Enfin, peut-être ta question, Iris, est vraiment genre, tu vas faire confiance à quelqu'un et tu leur donnes un pourcentage. Hein. Ça, c'est plus, disons, une transaction humaine de comme décider qu'est-ce que tu veux comme pourcentage. Mais dans le contexte de si tu vas sur une plateforme NFT, chacune des plateformes est différente, mais il y a beaucoup de choses que tu peux customiser, notamment, il me semble, en tout cas, à l'époque avec Ekenang, tu pouvais décider certaines des choses que Johan vient d'expliquer, c'est-à-dire que c'est pas standardisé encore. Il y a certains aspects qui sont custom. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK, tant mieux. Je suis désolée, j'avais un problème avec mon micro. En fait, la situation, c'est qu'il y a souvent des labs qui apparaissent, qui vont, par exemple, offrir aux artistes de convertir leurs œuvres en NFT et ensuite de les mettre sur une plateforme. Et donc, si c'est eux les convertisseurs d'NFT, en fait, ça va être comme eux un peu les artistes, parce que c'est comme leur lab qui va être le créateur de l'NFT. Et nous, en fait, les artistes, on vend l'œuvre, donc on vend en monnaie normale l'œuvre et on vend, et ils nous donnent aussi un pourcentage sur le 10% dont tu parlais. Donc, c'était là que je me demandais si c'était avantageux de faire ça ou si c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Personnellement, je ferais jamais ça. Je me suis fait offrir beaucoup. Je trouve que c'est maladroit de la part des gens qui organisent les événements. Quand on m'offre ça, pour moi, c'est un red flag que les personnes qui organisent l'événement sont pas très confortables avec les NFT. D'ailleurs, ouais, je pense que c'est parce que ça, les NFT, c'est un marché qui s'adresse aux gens
qui sont confortables déjà avec le médium. Donc, j'accorde beaucoup de valeur à ce que les personnes qui se lancent dans un projet NFT soient calées, là. Le wallet qui mint, qui a beaucoup d'anglicisme, désolé, là, le portefeuille de crypto-monnaie que j'utilise en tant qu'artiste pour transformer mon œuvre en jeton est essentiellement ma signature. Parce que si tout brise et on n'a plus accès vraiment à quelle œuvre est attachée au NFT, on va toujours pouvoir rattacher ce NFT-là à mon wallet, à mon identité. Donc, ça c'est essentiellement, c'est l'équivalent de la signature parce que c'est ça qui prouve que c'est authentique. Si ce wallet-là débouche sur, je veux dire, appartient à un commissaire ou une galerie, où là, c'est là que ça devient le bordel, d'où l'importance de rattacher les œuvres à l'artiste comme la signature. Merci beaucoup. Je vais aussi rajouter, bon, peut-être c'est pertinent pour tout le monde aussi, l'idée que Iris, quand tu mentionnes ça, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et c'est par exemple, quand quelqu'un fait de l'art, que ce soit numérique ou pas, ça c'est une chose. Quand quelqu'un fait de l'art numérique, c'est une autre chose. Quand quelqu'un vous propose, je vais transformer ton travail en NFT, ça c'est déjà un énorme champ. Mais plus spécifiquement, il y a énormément de gens qui décident que, OK, on va faire des dizaines et des milliers de versions de cette œuvre. Et ça va nous permettre d'en vendre plus. Donc ça, c'est peut-être là qu'est-ce qui se passe là? Et il y a de plus en plus de façons de le faire tout seul, d'utiliser des algorithmes, d'utiliser du code. C'est pas là où je me focalise, mais je suis consciente de ça. Et bon, si tu veux un exemple, bon, je me répète, je m'excuse si c'est le cas. L'exemple que j'ai donné au tout début, le projet Women Rise, une artiste fait des illustrations, a travaillé avec une équipe, avec plusieurs personnes pour faire une série de NFT. Elle a vendu très, très, très bien. Tu peux regarder, vous pouvez regarder, excuse-moi si je te tutoie directement. Enfin bref, sur le site, tout est bien expliqué, toutes les étapes. Et là, c'est peut-être la meilleure façon, c'est de voir un exemple de A à Z et un exemple qui a bien fonctionné. Et là, on voit, disons, qu'est-ce qui s'est passé entre la création d'une œuvre sur papier à des milliers de NFT qui ont été vendus sur plusieurs plateformes. Donc voilà. Petite parenthèse sur... Excuse-moi, vas-y, Iris. Non, merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment très éclairant. Ça fait plaisir. Petite parenthèse sur les éditions. Étant donné l'échelle des marchés NFT, le nombre d'éditions, selon moi, devrait être ajusté en considération. Autre chose aussi au niveau de la productivité, j'ai remarqué, évidemment tout ça peut changer, là, mais j'ai remarqué un engouement pour des artistes qui seraient plus productifs, parce qu'avec une série plus grande, on remarque plus facilement la cohérence dans leur pratique, et ça permet aussi à plusieurs collectionneurs de se partager l'engouement pour la série. Donc généralement, ce qui fonctionne mieux, c'est d'avoir plus d'œuvres et un peu plus grandes éditions. Donc, c'est sûr que le risque d'avoir trop d'éditions, c'est que, surtout pour des projets plus commerciaux, je dirais, là, disons, une édition de 10 000, si, on n'en a pas parlé, là, mais comme les projets de Profile Pictures, s'il n'y a pas la totalité de la série qui se vend, la série perd un peu tout intérêt. Alors que si il y a moins d'éditions et que tout se vend, c'est là qu'il y a comme un deuxième souffle et que tout le monde vire fou, là. Donc, c'est vraiment plus pour les projets commerciaux, là, mais c'est une grosse considération. Jean-Sébastien. Oui, entre le moment que j'ai levé ma main puis là, j'ai eu pas mal de réponses aux questions que j'avais, mais premièrement, je voulais absolument remercier Topo de permettre de démystifier, en fait, avec votre intervention, Yoann et Olivia, concernant les FTP, parce que on peut-tu dire que ça peut être le bordel quand même un peu là-dedans, hein? Moi, c'est sûr que je remarque des malaises des fois lorsqu'on parle des NFT là, à propos Ethereum, puis le fait que il y a une incidence sur la consommation. D'ailleurs, il y a peut-être des manières de compenser de façon au niveau carbone, compensation carbone, peut-être par rapport à cette consommation-là. Je suis allé fouiller un peu sur des sites web Mais en fait, la question que j'ai, je ne sais pas si, en fait, vous l'avez mentionné un peu, c'est que est-ce que ça se pourrait qu'il y ait comme différents types d'acheteurs? Parce que je vois des acheteurs qui se pitchent, là, mettons, sur OpenSea,
acheter des collections, puis là, il se justifie parce que là, il y a une valeur, parce que cette collection-là, on ne parle pas de la même affaire, c'est sûr, mais c'est du NFT pareil, il va se retrouver comme avatar dans son jeu ou un truc, mais il paye très, très cher. Là. Fait que, tu arrives là-dedans, bon, c'est sûr, Super Rare, bon, on semble un peu plus filtré. Comment vous en sortez? C'est quoi votre réflexion par rapport aux acheteurs, ces différents types d'acheteurs? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, certain. Mais c'est ça, je suis beaucoup moins ces marchés-là maintenant, puis parce que j'étais plus intéressé en 2020. Donc, ma réponse peut peut-être plus être en lien avec ce qui se passait en 2020. Les collectionneurs étaient vraiment presque exclusivement des investisseurs en crypto-monnaie qui étaient confortables avec la crypto-monnaie. Et ça a probablement peut-être... Mais c'est ça, c'est certain que ça a changé. En fait, je crois qu'il y a une plus grande diversité là, maintenant. Donc, le fait que ces gens-là soient confortables avec le médium, beaucoup plus que les artistes, en fait, ça donnait un petit peu un edge à ces collectionneurs-là, dans les communautés. Et il y a justement beaucoup d'attention qui était donnée à ces personnes-là qui s'improvisaient justement un peu commissaires ou qui fondaient leur propre musée et tout. Donc oui, c'est vraiment le bordel, mais justement, c'est ce qui fait que c'est encore plus compliqué, je pense, rentrer dans ce milieu-là maintenant, c'est la diversité de ces publics-là qui est évidemment beaucoup plus grande. Je sais que le marché de l'art conventionnel s'y intéresse, et là, eux, ils viennent avec leur expérience justement du marché de l'art, les blue chips et tout, s'y intéressent maintenant. Ça complexifie énormément la relation avec les collectionneurs. Je te remercie beaucoup pour la réponse, puis j'ai bien aimé l'idée que c'est du travail à temps plein. C'est quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Certainement. Oui, j'ai partagé plutôt, je ne sais pas si c'est pertinent, j'ai partagé énormément de liens, mais bref, un des premiers liens que j'ai partagé, c'est 2 liens sur des ventes aux enchères par Christie's l'année dernière, et qui était commissariée par une commissaire qui s'appelle Lady Sovereign, et dans lesquelles a participé l'artiste Tammy Cotillot, qui est une artiste très intéressante. Donc, Christie's, c'est une des maisons de vente aux enchères les plus qui marche le mieux au monde. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu comment ces maisons-là se positionnent et qu'est-ce qu'elles choisissent de mettre en avant ou pas. Voilà. Ouais, ben, en fait, je vois 2 choses là-dedans. C'est qu'il y a vraiment... on parle de crypto-monnaie, puis évidemment, les NFT dépendent du blockchain, mais j'ai comme l'impression qu'on peut s'intéresser au médium sans parler d'argent, sans toucher à l'argent même. Puis ben, j'ai hâte de voir en fait des projets qui font ça. On peut créer des NFT avec très peu d'argent sans même proposer de les vendre et développer un projet conceptuel avec ça. On peut créer un projet qui va lire les infos sur le blockchain parce que tout ça est public. Donc pour les artistes, c'est vraiment un terrain de jeu formidable qui dépend pas justement de se lancer là dans une nouvelle économie puis de faire confiance en la crypto et tout. Là, on peut utiliser ce médium-là pour la critiquer même. D'ailleurs, il y avait un projet, je crois, je vais aller voir si c'est encore en ligne. Ça s'appelait crypto.whatthefuck, WTF en fait, si je me trompe, ou Crypto Art, oui c'est ça, Crypto Art. Et là, bon, je viens de mettre le lien dans le chat, mais il n'y a pas grand-chose à lire à part un peu plus de références, mais c'était un artiste qui avait fait une espèce d'engin qui permettait d'aller analyser la consommation énergétique d'un paquet d'artistes. Donc là, c'était possible de chercher littéralement le nom d'un artiste, accéder à tous ces NFT, d'avoir des statistiques basées là-dessus. Il voulait un peu... C'est un peu ce projet-là... qui a soulevé la question sur l'impact environnemental. Ouais, donc je vois que le site a été... Dans le fond, le créateur voulait éviter que ce site-là serve de façon pour cibler des artistes. Il a tout simplement fermé le site, mais je vois qu'il y a 5 liens qui peuvent être de très très bonnes références là, si vous êtes curieux à ce niveau-là. Mais donc moi, ce que j'y vois, puis la communauté fait partie de ça, mais
Ce que j'y vois, c'est des gens qui, tu sais, j'imagine que la pandémie est en lien un petit peu avec ça aussi, là, des gens qui avaient envie de continuer de bouger rapidement, qui avaient envie de faire des nouveaux projets, d'aller vite à cause que Internet le permet. En pleine pandémie, ces gens-là, ces communautés-là, c'est très rare qu'ils parlent du virus, en fait, parce que on le sent pas quand on est sur Internet. Donc, je pense que c'est, pour beaucoup de gens, ça a été libérateur de changer leur point de vue puis d'aller de l'avant plutôt que de se rappeler les contraintes du monde réel. Donc, oui, le NFT crée un certain engouement qui rassemble les gens. Ça se peut très bien que ce soit à cause de la valeur monétaire. Malheureusement, j'ai espoir que c'est pas que ça. J'ai espoir que ça va plus loin parce que c'est essentiellement un médium d'archivage qui a un potentiel. Puis c'est bien d'écrire cette histoire-là aussi là. Donc quand je parle de communauté, peut-être pour ceux qui sont moins là-dedans, là, ce que j'ai en tête, oui, il y a Twitter, mais surtout Discord en fait. Discord qui est un serveur de chat, qui en fait plusieurs serveurs. N'importe qui peut se créer son serveur avec des chat rooms et inviter des gens pour discuter. Ce que je trouve très intéressant avec ce genre de plateforme-là, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Et là, on voit les avantages et les inconvénients des algorithmes, en fait. C'est que quand on est sur une plateforme sociale sans algorithme et que c'est vide et que personne parle, disons, mais ça s'éteint très rapidement. Donc, c'est dépendant de l'engouement des usagers. Et on voit rapidement que les gens qui n'ont pas le réflexe d'être actifs sur des chatrooms arrivent là-dessus et ça s'éteint rapidement. Par contre, sur un réseau social plus conventionnel, ben si on n'a pas d'amis, on va quand même voir du contenu parce que les algorithmes vont toujours nous suggérer quelque chose et c'est ça qui conserve notre engouement. Donc, on peut considérer les algorithmes comme étant un certain avantage dans certains cas quand on voit les serveurs Discord qui sont pas très actifs. Là. Mais mais pour parler un peu plus des forces, l'avantage c'est que c'est un médium très spontané, très direct, qui permet à des gens de partout dans le monde qui partagent un intérêt commun d'échanger. C'est un échange très, très impersonnel, mais j'y vois, évidemment, ça remplace pas les échanges qu'on a dans le monde réel, ça c'est certain, mais j'y vois une valeur parce que c'est très efficace. Donc moi, j'utilise beaucoup Discord d'une manière technique, par exemple, avec des logiciels que j'utilise, je peux aller chercher de l'aide d'une façon vraiment spontanée en trouvant la communauté rattachée à cet outil-là, par exemple Blender, il y a des dizaines de Discord Blender. Je peux plonger là-dedans, trouver la communauté qui s'intéresse le plus à mes intérêts sur le moment, aller poser des questions à des individus. Je les connais pas, mais ça réunit des gens qui ont cette envie de partager sur un sujet. Donc les gens sont très accueillants. Et c'est un peu la force du médium de créer, bâtir de toutes pièces, sans algorithme, des communautés qui sont rassemblées à travers un engouement. Et là, évidemment, les NFT, étant donné que, disons, un projet commercial spéculatif tente de rassembler des gens, tente de créer un engouement, sont allés complètement là-dessus. Là. Mais ben c'est ça. Puis en parallèle, évidemment, Adobe ou toutes les autres vont se lancer, faire leurs propositions. On est dans vraiment un médium qui est issu du capitalisme et qui encourage le capitalisme. Donc, on va observer ça dans toute sa splendeur. Là. Honnêtement, ça me terrorise un peu. Mais de l'autre côté, pour balancer, ces gens-là vont très vite, n'ont pas peur de plonger, se péter la gueule avec la formule startup. En 2020, moi, j'y ai vu cette énergie-là, cet engouement-là m'a fait plus de bien que le milieu culturel qui était sur pause. Donc, il n'y a pas que du positif à ce climat-là, mais en 2020, il y a eu son rôle. Olivia, oui, pardon. Oui, non, c'est super. Je pense, je voulais juste faire le lien, tu sais, comme disons, on a fait un petit peu hier en préparant, en parlant de Discord. Donc, Discord, juste pour vraiment être extrêmement clair, c'est
une plateforme sur laquelle on peut faire plein de choses. Donc, il n'y a pas d'algorithme, ça veut dire que les messages et les informations sont vraiment à chaque fois partagés par quelqu'un qui veut les partager et les messages sont entre des personnes qui veulent se parler. Et un exemple très précis, c'est qu'en 2020, je devais participer à une résidence d'artistes en personne entre un groupe d'artistes à Concordia, l'Université Concordia, je suis doctorante là-bas, et des artistes et des créatrices en Belgique. Et on n'a pas pu le faire, évidemment, en personne, mais on a utilisé la plateforme Mozilla Hubs. Donc là, moi, je suis une artiste qui utilise la réalité virtuelle et le web VR, le web XR, donc différentes façons d'utiliser l'immersion sur écran et dans les casques, idéalement en co-création. Et on a pu faire donc une résidence à plusieurs en utilisant Discord comme plateforme d'interaction, d'échange, de chat et réellement de co-création. On avait aussi Zoom pour certains aspects. Et ensuite, on était en train de créer dans la plateforme Hubs. Donc là, il n'y a pas de lien direct avec les NFT, mais si à l'époque, on avait l'idée où quelqu'un avait voulu explorer la matérialité du médium NFT, ça aurait été vraiment une bonne façon de travailler. C'est-à-dire qu'on était plusieurs ensemble, avec deux fuseaux horaires, à créer sur une œuvre polymorphe, hein, avec plein de rooms within rooms within rooms, dans lesquels différentes choses se passaient. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer quand différentes personnes travaillent sur la même chose en live, en même temps. Et je pense que le monde, pour moi, la chose qui est fascinante, c'est que l'environnement NFT, on sent vraiment la dynamique une large population ou un grand nombre de personnes qui travaillent en live, quoi, et que vraiment le blockchain, il est constamment en train de se faire pendant qu'on parle, pendant qu'on réfléchit à ça. Donc là, c'est plus une question philosophique. On se sent vraiment impliqué dans le média. Moi, c'est vraiment en ce moment pas mon cas parce que je suis en train de faire d'autres choses, mais je suis très contente d'être là et de partager. J'espère que ça vous intéresse. Mais en discutant avec toi, Yohan, et avec tout le monde ici, je pense qu'on est toujours plus fort et plus forte. C'est-à-dire qu'on peut mieux comprendre où est-ce qu'on veut s'en aller en tant qu'artiste, en tant que peut-être travailleur ou travailleuse culturelle, etc., etc. Mais les plateformes Discord et autres sont des incroyables sources d'information et de partage. Vraiment de partage, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je vous invite à peut-être trouver quelques serveurs Discord pertinents pour vous et de voir comment ça fonctionne. Et ensuite, etc., c'est une autre étape. Clairement. On peut aussi laisser les gens aller consulter l'ensemble des liens pour le restant de l'après-midi. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées dans le chat avec des références. Il y a plusieurs articles à lire, dont en français. Moi, j'ai mis 2 articles aussi, un en français de la presse, un qui est paru sur le site de Vice. Et il y a les liens que Olivia a déposés aussi. Je crois que c'est un sujet, on peut en parler des heures parce que finalement, il y a encore plein de questions que je me pose au sujet de justement la valeur de cette œuvre réelle, virtuelle, le certificat de propriété, le jeu de la spéculation, la réelle valeur de tout ça, c'est quoi? C'est un jeu finalement, c'est un gros jeu, c'est un truc de fierté, c'est un truc finalement, c'est définitivement un terrain de jeu, mais pas tout c'est nécessairement un jeu, mais c'est tellement flexible que ça laisse de la place. Même en fait, j'y vois un grand potentiel pour des jeux, littéralement. Mais Iris, t'as une question, je crois? Oui, c'est une petite question, mais ça avait tout à fait rapport avec ce que Michel disait. En fait, c'est Ethereum, c'est la monnaie pour faire l'échange des NFT. On a compris ça parce qu'il y a d'autres monnaies qu'on peut utiliser, mais sont différentes, puis il y en a qu'on ne peut pas nécessairement bider, en fait. C'est ça que j'ai compris. Puis ce que je voulais savoir, c'est, par exemple, toi, si tu vends un NFT et que tu reçois l'argent en Ethereum, est-ce que tu vas tout de suite convertir ton argent en, par exemple, dollars canadiens pour être sûr qu'il n'y ait pas, mettons, un crash dans 2 jours puis que ça vale moins cher? Ben non, j'ai pas fait ça en fait. Et j'ai bien fait parce que les œuvres que j'ai vendues en 2020, donc l'Ether valait pas du tout la même chose, là. Et là, ben, ça m'a mis dans une drôle de situation. C'est que finalement, la vente de l'œuvre me plonge dans une situation où j'ai 2 sources de revenus. Celle de la vente de l'œuvre et ensuite un revenu d'investissement
Et en tant qu'artiste, moi, je me vois pas comme une entreprise, mais au niveau complexité financière, c'est quand même trop complexe à mon avis par rapport à ma réalité, là, par rapport au temps que je veux accorder à ça. C'est un drôle de problème en fait à avoir là. Petite note aussi parce que beaucoup de gens m'ont souvent passé le commentaire, ils s'imaginaient que c'était extrêmement difficile de convertir la crypto-monnaie, que c'était pas nécessairement de la vraie argent, mais finalement donc c'est pas nouveau la crypto-monnaie et les façons de la convertir en fiat sont il y a plusieurs chemins. Évidemment, à chaque conversion, il y a un frais, là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais c'est très facile. Ouais, merci pour ta question, Rick. C'est bon. C'est à travers vos questions, je pense qu'on va arriver à des choses intéressantes. Donc, je vous encourage à poser votre question. Mais pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, Johan, c'est que bon, moi, j'ai posté 2 liens un petit peu les uns sur les autres, donc je m'excuse, mais 2 pays récemment qui adoptent en ce moment la crypto-monnaie au niveau national, c'est la Jamaïque. Je suis en partie d'origine jamaïcaine, c'est pour ça que je vous donne ça comme info, mais je trouve que c'est très pertinent. Et le Salvador. Donc, avec 2 approches très différentes et 2 raisonnements qui ne sont pas les mêmes. Mais ça vaut juste, si ça vous intéresse, de voir qu'est-ce que ça peut donner d'amener ça au niveau national. Ce n'est pas du tout le cas ici. Je pense que ce ne sera pas le cas pendant un bon moment. Mais aussi au niveau tout simplement critique, de voir quels sont les échos, comment le monde financier, juge ça ou évalue ça. Parce que beaucoup de gens, je pense, dans le monde de la finance doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Il y a des gens qui sont très rapides, qui s'adaptent mieux que d'autres. Et évidemment, ça vient chambouler un peu les idées préconçues sur la stabilité de l'argent et la stabilité d'une économie. Enfin, ça, c'est un grand sujet très vaste. Pas du tout me lancer. Mais je pense qu'on peut vraiment penser à qu'est-ce que la crypto nous amène au plan, dans notre réalité de tous les jours, comme tu viens de le dire, Johan, c'est bien, c'est problématique. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça peut faire dans d'autres pays, dans d'autres environnements socioculturels. Oui, j'ai observé plusieurs artistes pour qui les ventes en 2020 ont complètement changé leur vie juste parce qu'ils étaient dans un pays où la valeur d'argent, le coût de la vie est complètement différent. Par contre, ça avait aucune influence sur le montant de la vente qu'ils pouvaient faire avec une œuvre. C'est particulier de constater à quel point ces cultures-là qui émergent du web s'intéressent très peu à la provenance culturelle ou géographique des participants. On se concentre exclusivement sur la niche qui réunit les gens. Ça fait en sorte que, donc, j'assume que c'est un milieu qui est quand même majoritairement masculin, mais le fait d'être derrière nos écrans et de pas mettre ça de l'avant sur une plateforme comme Discord rend, selon moi, la plateforme plus inclusive parce qu'on se pose pas vraiment la question à savoir à qui on parle, que ce soit homme, femme, peu importe provenance culturelle, orientation sexuelle, on se concentre uniquement sur les intérêts communs. Et là, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'à ce niveau-là, le rapport impersonnel des échanges devient une force. Évidemment, c'est ça remplace pas tous les échanges qu'on peut avoir dans le monde réel, mais je vois une certaine force de réunir les gens pour un intérêt particulier. Est-ce que vous avez d'autres questions au sujet, ou ça peut être plus technique aussi ou plus vague, pas nécessairement spécifique au NFT, peut-être n'importe quoi qui se rattache à l'Internet, parce que moi, je le vois en fait le NFT comme un prolongement de l'Internet. Donc, si vous avez des sujets là, qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous réinjecter des idées. D'accord. Bon, ben, oui, écoutez,
Moi, je voudrais vous remercier. Ici, je sens aussi, nous, dans notre petite bulle à Topo, on a fait un sprint créatif de midi à maintenant. Alors, moi, je suggère que la conversation continue dans d'autres chambres virtuelles de Discord ou ailleurs ou d'autres forums. On va certainement pousser la question. Alors, je te remercierai. Je laisserai peut-être un petit mot de la fin pour Olivia et Johan, peut-être. Merci beaucoup à tout le monde de votre présence. On est presque une cinquantaine. Alors, je crois que ça répond, ça montre à quel point le sujet soulève des questions. Merci beaucoup. J'ai juste, c'est la deuxième fois que je poste ce lien, parce que clairement, j'ai un peu posté beaucoup au début. J'ai quelqu'un que je connais à Montréal, je vais vous laisser regarder le lien vous-même, mais qui est une galeriste émergente qui cherche un peu à savoir ce que les artistes d'ici à Montréal pensent de ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite, c'est juste un Google Form, ça vous engage absolument rien. Je l'ai mis dans le chat, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. C'est une galerie basée à Verdun. Et puis, ouais, peut-être la chose à penser, c'est que j'ai l'impression qu'à Montréal, enfin, c'est pas j'ai l'impression, je suis là depuis 2014-2015, il y a un énorme potentiel, disons, de conversation autour de différentes façons de travailler dans l'écran, avec l'écran, autour de l'écran. Il y a énormément d'artistes qui se posent cette question depuis fort longtemps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, des artistes comme Mimo Atken, qui ne sont pas d'ici, hein, mais je veux dire, je fais un rapport avec les gens autour desquels je fonctionne en tant qu'artiste ici. Mimo Atken, qui est basé entre l'Angleterre et Chypre, je crois, et Yoanni Le Mercier, qui est basé, je pense, en Belgique et en France, qui tous les deux ont, je pense qu'on l'a déjà mentionné, je pense que c'était l'initiative de Mimo Atken, le site que tu as mentionné bien plus tôt, Johan. Enfin bref, tout ça pour vous dire que depuis 2020, pas mal d'artistes établis, reconnus et qui fonctionnent très bien dans le monde de l'art numérique, des installations interactives, etc., se posent ces questions-là vraiment de façon pertinente et intéressante. Donc, si vous voulez un peu élargir votre capacité de regard critique sur la chose, c'est de regarder comme Johan et moi, on l'a regardé depuis 2020, Johan de façon beaucoup plus active que moi, mais entre 2020 et maintenant, disons, juste avant ou peut-être juste autour de cette pandémie, Covid-19, il y a énormément de choses qui ont été partagées. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc merci beaucoup et j'espère vous revoir de façon interactive bientôt. Merci pour votre intérêt. Je pense que c'est super important que le milieu culturel d'ici s'y intéresse, remette en question un peu ces mécanismes-là. Et c'est ça qui me motive à participer à ce genre d'événement-là. Donc, merci pour votre présence et merci à Topo d'avoir organisé ça.